Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une interview avec Baptiste qui va nous raconter son histoire avec INSEAD et comment il a été admis au programme MBA, un des meilleurs programmes MBA en Europe et dans le monde. Bonjour Baptiste, comment tu vas? Salut Anis, ça va très bien et toi? Très bien, très bien. Alors, premier volet de cette interview, on va parler de ton parcours. Combien d'années d'expérience professionnelle, de ton expérience internationale, ton âge, pourquoi tu veux faire un MBA, comment ce MBA-là va t'aider à atteindre tes objectifs, c'est quoi tes objectifs professionnels et comment ce MBA-là va t'aider à atteindre tes objectifs professionnels. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, moi du coup j'ai un parcours d'ingénieur principalement. J'avais fait une école d'ingénieur à Paris, post-bac. J'ai été diplômé, du coup en 2021 et ensuite, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé une carrière dans le conseil, dans un cabinet en management, un Big Four. Là actuellement j'ai 5 ans d'expérience. J'en ai fait 4 à Paris et une dans le bureau de Londres. Et voilà, et sur ces 5 années, je me suis spécialisé principalement sur, des clients secteur public et également dans le domaine de la défense. Voilà, donc ça, c'est pour mon expertise et ma formation et pourquoi l'INSEAD? Écoute, l'INSEAD, c'est un MBA que j'avais, vu depuis assez longtemps parce qu'en fait, il y a un membre de ma famille, qui avait fait ce diplôme il y a quelques années et donc je savais depuis, assez longtemps que c'était, quelque chose qui pourrait m'intéresser. Voilà, et à mon retour de Londres, en fait, et l'expérience internationale que j'ai eue, m'a énormément plu et donc j'ai voulu, en fait, donner, une dimension internationale un peu plus importante à ma carrière et l'INSEAD était un sujet, enfin, en tout cas, un diplôme parfait pour ça. Voilà, et puis également par rapport à ma formation d'ingénieur, il y avait, beaucoup, je pense, de compétences, qui pouvaient m'intéresser sur la finance, sur la négociation, sur le business en général. Voilà, et je pense que l'INSEAD, de par, sa réputation, est un excellent moyen pour moi de m'ouvrir, à ce sujet également. Très bien. Et qu'est-ce que tu comptes faire après le MBA? C'était quoi? T'as une vision de tes objectifs après le MBA? Ouais, après le MBA, j'aimerais, principalement rester dans le secteur du conseil, sûrement rejoindre un cabinet en stratégie, un MBB à mon avis, que ce soit, du coup plutôt en Europe, mais que ce soit plutôt, à Londres ou un autre pays, mais à mon avis plutôt à Londres et donc l'INSEAD, là-dessus, ils ont un fort taux d'admission, tu vois, dans les cabinets de conseil, en stratégie donc je crois d'ailleurs que c'est les parmi les MBA qui existent, c'est sûrement les meilleurs donc c'était également, ça correspondait bien avec mes objectifs aussi. D'accord, d'accord, excellent. Et tu as quel âge là? 28 ans, 29 ans, c'est ça? Ou 30 ans? J'ai 28 ans. 28 ans, très bien. Donc si je fais une petite évaluation de ton profil, tu as 28 ans, donc c'est dans la moyenne à peu près de l'INSEAD. Tu as 5 ans d'expérience professionnelle aussi dans la moyenne. Tu as une expérience, professionnelle, internationale. Donc tu as travaillé à Paris et à Londres, donc ça, c'est aussi, excellent. Donc et c'est une expérience professionnelle intéressante, sans doute dans un Big Four. Donc, tu as, voilà, pour l'instant, toutes les cases sont cochées niveau, profil coach. Voilà. Donc maintenant, il reste 2 étapes très importantes pour être, admis à INSEAD. Il faut un bon score au GMAT et après, il faut le dossier et les, oraux. On va parler, du GMAT, d'accord? Donc, raconte-moi un peu ton histoire avec le GMAT. Combien de temps ça t'a pris? Combien de fois tu l'as passé? Raconte un peu ton expérience avec nous, avec notre plateforme, avec nos professeurs, la valeur ajoutée et le score que tu as eu au final, quoi, voilà. Sur le GMAT, bien évidemment, je répète toujours, score sur le GMAT Focus, c'est la nouvelle version du GMAT et les scores du GMAT Focus sont différents de, l'ancienne version du GMAT, quoi, voilà. Ouais, tout à fait. Écoute, moi, pour être assez précis, j'ai commencé, je me souviens, le GMAT en mars, 2025, heu et en fait, j'ai commencé directement par, aller sur le site, il y avait des cours, très introductifs pour comprendre les questions et j'ai directement fait un test gratuit pour avoir un peu mon niveau de départ, et donc je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai eu 535. En plus, en ayant, je me souviens des questions, notamment sur la partie verbale auxquelles j'avais pas répondu à la fin.
Et je crois que ça impacte pas mal le score, donc je m'étais dit que voilà, mon score en tout cas tournait autour de 535-545. Et après du coup pour l'INSEAD, je savais que les scores, «recommandés» entre guillemets, sur les sites qu'on peut trouver, c'était au-dessus de 600 en tout cas, environ, 635-645, ça dépend des profils, mais du coup, je savais qu'en ayant ce type de score-là, je serais assez confiant pour pouvoir postuler, donc je me suis dit que voilà, il fallait que je gagne en fait 100 points par rapport à mon score initial. Et ensuite j'ai regardé, de manière assez pragmatique en fait, les différents rounds, possibles et les deadlines associés à ces rounds pour savoir, quelle était mon échéance, tu vois? Donc je savais que je voulais pas apply au round, numéro 1 et au round numéro 4. Round numéro 1 parce qu'il est souvent réputé plus compétitif parce que, les gens qui veulent des bourses en fait, priorisent celui-ci comme il y a beaucoup de bourses disponibles et donc c'est des dossiers souvent qui sont, assez complets et assez, compétitifs dans le pôle de candidats. Et le round 4, parce que comme c'est le dernier round, il y a potentiellement moins de places aussi, tu vois, disponibles pour être admis. Donc j'ai visé les rounds 2 et 3 avec une préférence pour le round 2 pour pouvoir ensuite m'organiser, si jamais, soit, j'avais pas eu l'INSEAD et je voulais postuler ailleurs, soit, du coup pour m'organiser sur les dossiers, enfin les prêts et cetera. Et donc là, je me souviens que la deadline pour envoyer son dossier, c'était, le début novembre et donc ça me laissait, en gros, 8 mois pour, passer mon GMAT et faire mon dossier. Et à partir de là, du coup, je me suis dit: «Bah, je vais dédier 6 mois au GMAT, et 2 mois à la fin pour, finaliser tout le reste de mon dossier, les essais, le CV et cetera». Donc j'ai commencé à travailler alors, en termes d'horaire, je me souviens que je m'étais dit que je faisais 2 heures par, jour, en semaine et environ 3 heures par jour le week-end. Donc ça faisait en moyenne à peu près 15 heures. Ouais, tout ça Ah ouais. après ton boulot. Donc tu finis ton boulot à quelle heure? Je finissais entre 19:00, 19:30, 20:00, ça Ouais. dépendait Il des y a des gens qui me contactent, qui me disent: «Oui, mais je travaille, je termine à 19:00-20:00, comment je vais préparer le GMAT?» Voici l'exemple. Baptiste, il termine à 19:00-20:00, puis après son boulot, il fait 2 heures de travail sur le GMAT pendant la semaine, donc 10 heures pendant la semaine et puis après 3 heures samedi, 3 heures dimanche, ça fait à peu près 15-16 heures de travail par semaine, quoi, donc c'est tout à fait faisable, quoi, n'est-ce pas? ouais, tout à fait, ouais, c'était le rythme que je me suis fixé au début. Alors parfois je faisais un peu plus, parfois un peu moins en fonction des dispos, mais ouais, c'était un peu le rythme que j'essayais de tenir. Et donc j'ai fait ça pendant, je dirais j'ai commencé, pendant, 3-4 mois. J'ai pas, du tout utilisé les livres, pour le coup, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de plateformes en ligne qui proposaient des banques de questions, et des cours et donc ça, c'était quand même assez intéressant au début parce que, ces banques de questions, elles te permettaient de faire des statistiques un petit peu par rapport aux autres gens qui avaient répondu, et aussi, pour voir tes faiblesses et tes difficultés. Il y avait également des un chronomètre sur le temps que tu passais sur chaque question pour vérifier que tu passais pas trop de temps. Donc ça, c'était quand même, une approche assez, tournée, data, je pense qui est assez intéressante et donc j'ai commencé, je dirais, ouais, 3-4 mois comme ça, mais je me suis rendu compte assez rapidement que, je progressais, mais je progressais pas assez vite pour, atteindre mon objectif qui était de, avoir mon score de GMAT, donc c'était, ouais, fin juillet, fin août. Et je m'étais dit qu'en plus je voulais le passer 2 fois. J'avais prévu de le passer 2 fois parce que souvent la première fois qu'on découvre un peu le test, la pression et cetera, on peut potentiellement perdre ses moyens. Donc moi je m'étais dit, «Il faut que je prévoie 2 sessions». Et donc je suis arrivé à peu près en juin et c'était la première date que je m'étais fixée pour le passer et je me sentais pas prêt à ce moment-là. Les résultats aux questions que j'avais sur les tests étaient, pas forcément, correspondait pas et je savais que si j'y allais, je j'obtiendrais pas le score en fait, que je m'étais fixé, au début. Donc du coup, j'ai commencé un peu à revoir ma stratégie en me disant que, il me restait, ouais 2 mois et demi, 3 mois pour avoir un score. Et du coup là, c'est à ce moment-là, je pense que je t'ai contacté, pour être accompagné, sur, avec des professeurs en fait, qui pour du coup accélérer ma progression, sur le GMAT. Voilà et après à partir de là, du coup, on a identifié un petit peu la répartition qu'il fallait en termes de nombre d'heures sur, les 3 disciplines Pirate et GMAT et également du coup en août, j'avais, du coup des vacances et donc à partir de ce moment-là, je travaillais, de manière beaucoup plus intensive tous les jours, 5-6 heures par jour et en fait, il y a vraiment un cap, quand on passe le GMAT, moi je trouve.
Il y a vraiment un moment où on commence à dominer finalement l'examen parce qu'on arrive à faire les questions plus vite que les à peu près 2 minutes, en moyenne qu'il faut et donc ça nous laisse plus de temps pour répondre ensuite aux questions suivantes et cetera et on subit beaucoup moins les questions et on est beaucoup plus en fait en maîtrise, et je trouve qu'à partir de là, le score augmente rapidement, quand on passe ce cap qui est assez long mais qui ensuite du coup est assez exponentiel, dans la progression, et donc moi ça a été mon cas. En fait, je me souviens que donc je m'étais inscrit pour passer le test officiel, fin août et 10 jours avant, j'ai fait un test blanc du coup, où j'ai obtenu 615. J'ai revu les questions, auxquelles j'avais pas forcément bien répondu avec, les professeurs, et 2 jours après, j'ai refait un autre test et là, j'ai obtenu 625. Donc à partir de là, je me sentais prêt pour aller passer le test officiel, que j'ai passé du coup, en ligne, et auquel du coup j'ai obtenu finalement, 635 au final et donc quand j'ai vu ce score-là, bah, je me suis dit que finalement ce serait, un score, suffisant pour postuler et donc finalement je n'ai passé qu'une seule fois. D'accord. Donc si je compte un peu, à peu près le temps, donc ça, c'est 6 mois, c'est ça? 6 mois de préparation? Ouais, 6 mois, bah, c'était du début mars à fin août, en gros et donc 4 mois sur le rythme que je t'ai donné d'à peu près 15 heures par semaine et 2 derniers mois, de manière plus intensive, D'accord. Donc on va dire 4 mois, mais il y a des mois, ces premiers mois, c'était un peu sur les forums sur internet, donc ça compte pas vraiment à 100 là-dessus, mais bah, ça t'a aidé. Donc je vais, faire le petit calcul, 4 mois avec 60 heures par mois, on va dire, donc ça fait 240 heures et 2 mois avec un rythme, plus avancé. Donc on va dire, tu as fait à peu près un peu plus que 400 heures de travail, quoi. Donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les forums, mais pas au début. Je préfère commencer avec notre plateforme vidéo, puis après avec les profs. Puis après, une fois que tu as maîtrisé les techniques et les méthodes, faire des exercices, que ce soit dans les livres officiels ou que ce soit sur le forum GMAT Club. Dans ton cas, j'imagine, tu parlais de ce forum ouais. et c'est ce que je préfère. Parce qu'au début, quand tu commences avec les profs et la plateforme, tu vas apprendre les stratégies et les méthodes directement et c'est ça qui va te permettre ensuite de s'exercer sur les forums et avec les livres, quoi. Donc c'était quoi la valeur ajoutée pour toi avec les professeurs et avec la plateforme vidéo? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, heu heu, en termes de Ouais. voilà. Ouais, bah, je dirais qu'il y a 2 principaux apports. En tout cas, moi, j'ai ressenti, ça sur 2 aspects. Le premier, c'est un aspect, plus, mental, accompagnement, parce que quand on se prépare, c'est assez facile de douter de: «Est-ce qu'on a la bonne méthode? Est-ce qu'on répond aux questions de la bonne manière? Est-ce qu'on s'entraîne aussi, sur les bons types de questions?» et cetera. Et en fait, ça finalement, ça fait un peu de charge mentale en plus du temps qu'on doit passer et ça demande, de l'organisation et donc, bah, le fait d'être accompagné, en fait, on se décharge totalement de ça parce que, bah, en fait, les professeurs sont habitués, ils connaissent extrêmement bien l'examen et donc ils te disent exactement ce sur quoi tu dois, appuyer, ce que tu maîtrises, ce que tu maîtrises pas, et cetera. Donc ça, c'est vraiment, moi, en tout cas, ça m'a redonné beaucoup confiance dans le test à des moments où voilà, tu es en plein dedans et tu dois, bah, il y a des questions compliquées, tu es pas sûr de ta réponse et cetera. En fait, le fait de savoir que tu es accompagné par, des professionnels, ça te permet quand même, d'être sûr de ce que tu fais et le deuxième aspect, c'est que la plateforme de Réussir le GMAT, elle est quand même, très, très efficace dans le sens où, elle est il y a le juste, nombre de questions et le juste temps passé sur toutes les notions. On pourrait en fait avoir peur de se perdre sur une plateforme qui met, 3-4 mois pour, avoir tout visionné. En fait, non, toi, la tienne, elle est vraiment, je dirais assez sharp et il y a il y a tout est couvert, mais sans avoir trop de matière, pour qu'on puisse quand même retenir les choses et cetera et donc du coup, ça permet d'être très efficace parce qu'en voyant l'ensemble de tes vidéos et en refaisant les questions sur lesquelles on ne se sent pas très à l'aise, jusqu'à ce qu'on y arrive, au bout d'un moment, en fait, on maîtrise vraiment, je dirais les 80-90 de ce qu'il faut savoir, dans l'examen et ça permet après, bah, d'optimiser son temps et d'avoir un bon score. Très bien, très bien. Très bien, donc 635, c'est un très bon score. Il est très proche du 645.
Je rappelle que 645 sur le GMAT Focus est équivalent à 700 sur l'ancienne version. Donc, 635, c'est à peu près 680-690, si on compare par rapport à l'autre version, donc ce qui est un très bon score pour le MBA. Alors, j'ai 2 commentaires sur ce que tu as dit niveau score. Alors oui, je conseille tout le monde d'essayer de se rapprocher le maximum de 645 parce que voilà, INSEAD, c'est compétitif. C'est le, MBA numéro 1 en Europe et il faut avoir le maximum score possible. Et si vous vous rapprochez le plus de 645, ça vous aide beaucoup dans l'admission. Par contre, le GMAT est un seul élément dans votre dossier et il y a beaucoup d'autres éléments. Et si vous optimisez les autres éléments, même si vous n'avez pas un score proche de 645, vous pouvez aussi être admis. Donc, nous, on a fait des admissions avec des scores dans les 500, quoi. D'accord? Donc, 565, 575, 585, 595, tout en optimisant le dossier et les interviews. On arrive à convaincre le jury d'admission de la valeur du dossier de l'élève et d'obtenir une admission. Donc, ça, c'est aussi un point très important. Aussi, sur le round, oui, on peut optimiser le round, mais je trouve que sur internet, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Heu, c'est surtout, à mon avis, pas très important le round. Ça veut dire que même avec un sc ça veut dire que si à mon avis, il y a des critères. Si on coche les cases, on est admis, quoi, que ce soit en round 1 ou que ce soit au round 4. C'est vrai qu'au round 1, il y a plus de gens. Au round 4, il y a moins de peut-être qu'il y a un peu moins de place, mais aussi il y a moins de gens qui postulent. Donc à mon avis, ça revient au même. Heu, pour les rounds, ça c'est lié plus aux bourses, quoi. À mon avis, c'est ça. Il y a plus de chances d'obtenir une bourse si on postule au round 1, round 2 que si on postule round 3, round 4. Heu, c'est juste ça, à mon avis, la différence. À part ça, on n'a jamais eu de soucis dans les admissions, que ce soit round 4 ou round 1 ou round 2 ou round 3. C'est ce que je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as fait tes calculs, tu as bien recherché, et ça, c'est l'important, de faire ses recherches, comprendre l'école et essayer d'optimiser. Donc, voilà. Très bien, Baptiste. Du coup, maintenant, on va parler du process d'admission. On va parler donc du dossier. D'abord, les essais et le CV, les optimiser. Ensuite, on a la partie interview vidéo de l'INSEAD. Ensuite, on a les interviews alumni, quoi. Donc, commençons par le CV et les essais. Quels conseils tu donnes aux gens qui veulent rédiger les essais? Et c'était quoi l'apport du travail que tu as fait avec notre consultante? Comment elle t'a aidé? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté, quoi? Ouais. Je dirais que le 1er, apport que j'ai ressenti, de ta consultante, c'est un peu comme pour, le passage de l'examen du GMAT. C'est que tout ce qui est formalisme, en fait, le format du CV, le format des essais et cetera, bah, ça, c'est des choses, les consultants, en fait, qui nous accompagnent, ils savent exactement ce que l'école recherche, parce que comme ils ont vu beaucoup de candidats, ils savent exactement ce qu'il faut, heu, entre guillemets, «rendre à l'école» en termes de forme. Et bah, ça, c'est super important parce que quand tu postules, c'est souvent la première fois que tu postules à une école, donc tu sais pas vraiment, est-ce que c'est un format de CV particulier, de quoi il faut parler dans les essais et cetera? Est-ce qu'il faut, avoir des histoires spécifiques qui parlent de certaines parties de ton profil plutôt que d'autres? Donc ça, du coup, bah, ça te pareil, ça t'enlève toute une partie du travail, et ça te permet de toi te concentrer sur, ce que tu veux, raconter sur ton profil, et du coup, c'est super intéressant. Et le conseil que je donnerais, je pense aux gens qui veulent postuler, c'est, bah, de pas inventer, de rester quand même, de rester, ouais, très honnête sur, leur parcours, ce qu'ils ont fait et cetera, parce que ça se voit, en fait, très, très vite. Quand on passe après les entretiens et cetera, les gens, ils ont, notre CV sous les yeux et donc ils creusent sur, tous les aspects de notre profil, et du coup, si on n'est pas, honnête, sur cette partie-là de l'admission, bah, du coup, on prend un risque après de se faire refuser, l'accès à l'école à cause de ça.
Donc voilà et ensuite le deuxième conseil que je donnerais, c'est de s'y prendre quand même assez tôt. Moi j'avais commencé même un peu avant, la fin de mon DMAT à réfléchir à ces sujets-là, notamment quand j'étais en vacances et que j'avais des trajets, tu vois, de train, de voiture. Parce que finalement, il faut y revenir plusieurs fois, c'est des questions assez, personnelles dans lesquelles, il faut, aller chercher un peu au fond de sa mémoire, des histoires, des anecdotes, des sujets, vraiment, sur, notre parcours et du coup, on n'a pas toujours, en y pensant la première fois, les idées, qui sortent tout de suite, et donc prendre du temps et s'y prendre bien en amont, ça permet ensuite vraiment d'avoir une vision assez complète, des choses qu'on veut partager, à l'Ambition Committee. Et après, bah, du coup, la consultante, moi, m'a aidé à sélectionner parmi, tout ce que j'avais entre guillemets «à ma disposition» dans mon profil pour, identifier ce qui allait intéresser, la mission committee de l'INSEAD et ce qui allait, leur plaire dans mon profil. Donc Baptiste, très bien. Raconte-moi maintenant de l'interview vidéo de l'INSEAD. Comment tu t'es préparé et comment, ça a été l'interview, tes réponses et tout? Mmh. Si tu te souviens d'une question difficile, tu peux nous la dire, voilà. Ouais. Alors l'interview vidéo, je l'ai préparée avec un autre consultant de ton équipe pour le coup, qui était un alumni de l'INSEAD. Et bah, là, pour le coup, c'était vraiment super intéressant parce que, j'avais, le retour de quelqu'un qui avait vécu ce processus avant, et qui du coup savait exactement quelles questions on allait poser, et comment, y répondre de la meilleure, des manières. Donc, on a fait 2 sessions, je crois, de 1 heure où, bah, il m'a posé des questions et en fait, j'y répondais de manière, spontanée, dans le format qui est demandé, dans l'interview vidéo, donc c'est 30 secondes à peu près de préparation et 1 minute, de réponse, 45 secondes de réponse, je sais plus. Bon ça, c'est clairement ça se travaille, il faut en faire, une cinquantaine, je dirais, avant d'être, vraiment à l'aise sur le sujet, et après, pour le coup, ça nous permet aussi on peut s'appuyer sur, le travail qu'on a fait en amont dans les essais et dans le CV pour, bah, réutiliser des parties du parcours, qu'on veut, remettre en avant, pour répondre aux questions. Moi, les questions que j'ai eues, alors je me souviens d'une question, qui était assez, déstabilisante quand même, c'était: «Quelle est votre plus grande peur?» Donc faut, bah, voilà, en 30 secondes, faut être capable, de trouver, une anecdote, de structurer sa réponse en bullet points entre guillemets et puis de conclure sur une phrase un peu, qui permet d'avoir une réponse un peu cadrée, quoi. Donc voilà et puis je crois que j'ai eu aussi, une question sur, quel serait un sujet, sur lequel vous pourriez, parler pendant des heures? Donc là, pareil, ça permet de parler de ses passions, de ce qu'on fait en dehors du travail. L'INSEAD recherche vraiment des gens assez complets qui sont, à la fois très bons de manière, académique, mais qui aussi ont une capacité à, être sociables, à raconter un peu des histoires incroyables, à avoir une vie en dehors du travail. Donc bah, ça, ce type de questions, ça permet un petit peu de mettre en avant, voilà, cet aspect de mon profil. C'était quoi le Il y a c'était quoi le sujet là? pour, Ouais, un sujet dont je pourrais parler longtemps, c'est, moi je suis passionné, d'équitation, et donc je monte à cheval depuis 3 ans, j'ai mon cheval aussi d'ailleurs, que je travaille, de manière régulière. J'ai voyagé, j'ai fait des expériences un petit peu partout dans le monde, sur ce thème-là, et donc bah, c'est un thème qui m'anime, beaucoup et du coup qui a beaucoup de place dans ma vie, donc j'ai parlé de ça pour répondre à cette question-là. très bien, très bien. Donc là, on va pas raconter toutes les questions là, ça c'est voilà. Mais c'est bien, on a une idée maintenant. Du coup, niveau tu as été admissible bien évidemment et puis après il y a l'interview alumni. Tu as 2 interviews avec 2 INSEAD alumni. Comment tu t'es préparé avec notre consultant là-dessus? Et comment ça s'est passé? Est-ce que les alumni étaient super sympas? Est-ce qu'ils étaient challenging? Est-ce qu'ils ont essayé de te déstabiliser ou pas? Heu, Raconte un peu, nous, ton expérience avec chaque intervieweur et comment tu as fait l'interview? C'était Skype ou c'était, live ou c'était comment? Raconte-nous un peu les détails. Ouais. Alors l'interview, alumni, je l'ai préparée avec le même consultant, qui m'avait aidé pour les vidéos. Bah, pareil parce que son retour d'expérience, comme il était passé également par cet exercice, il avait, du coup des conseils, très, très pertinents.
Et donc là, il m'avait envoyé des questions en amont, qu'il voulait que je prépare et puis du coup, on les a revues ensemble. Finalement, cette partie-là du processus, c'est celle que je pense avoir travaillé le moins parce qu'elle arrive à la fin, du process et finalement les questions auxquelles on va répondre, c'est, revenir sur notre CV, revenir sur notre parcours et cetera et donc ça, en fait, si on a fait le travail en amont dans les essais, dans le CV, on a déjà toutes les réponses. Il suffit juste exactement, de pouvoir les raconter, de manière, claire, et de s'attendre à avoir, du coup, des intervieweurs qui creusent un peu sur certains sujets, peut-être qui ont pas été mentionnés dans le CV ou dans des essais. Donc je l'ai préparé comme ça. Moi, j'ai eu 2 interviews, j'en ai eu une en présentiel et une, en ligne. Donc mes intervieweurs, c'était 2 Français pour le coup. Le premier c'était un alumni, qui avait été diplômé 5 ou 6 ans, auparavant, qui était un ancien, banquier, chez Goldman Sachs et qui là, quittait l'entreprise dans laquelle il travaillait pour monter sa start-up. Donc moi, comme j'avais eu une expérience, avant mon premier job en stage en start-up, peut-être que c'est aussi quelque chose sur lequel ils ont voulu, faire matcher les profils. C'était une, discussion vraiment, très, très, amicale, je dirais, très, sympa dans un WeWork, là où il travaillait. Donc vraiment au milieu de gens autour, presque dans le hall d'entrée. C'était peut-être pas la plus challengeante des 2 parce que enfin, c'était peut-être justement la plus challengeante des 2 parce que finalement, on a peut-être tendance à un peu baisser sa garde quand c'est une discussion, avec quelqu'un, comme ça qui est assez informel. Mais en fait, je me suis rendu compte pendant l'interview que, la personne allait quand même chercher, des détails, voulait, me poser des questions quand même assez précises et cetera, donc voilà, c'était pas, non plus, juste une discussion, mais ça en avait l'air, en tout cas en apparence. Mais c'était super sympa en tout cas et je pense garder contact aussi avec cette personne-là, on s'est assez bien entendu. La deuxième interview que j'ai eue, c'était avec une alumni un peu plus âgée pour le coup, qui venait d'un cabinet de conseiller en stratégie et là, l'interview était beaucoup plus formelle, elle était en ligne et elle ressemblait un peu plus à un entretien d'embauche, je dirais. Avec, vraiment, des questions sur, comment est-ce qu'on réagit dans telle situation, des à peu près les mêmes questions que celles qui m'avaient été posées dans la même interview, mais sur un format, vraiment plus, «entretien» entre guillemets, formel. Donc voilà, après les 2 personnes étaient vraiment pour le coup très bienveillantes et puis ça permet aussi ces interviews de poser des questions, sur, comment est la vie, dans l'école, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre. Donc c'est super intéressant. Donc très bien, donc c'était plus un cadre, voilà, amical. Dans 70-80 des cas, c'est comme ça, mais parfois les candidats, ils peuvent avoir des intervieweurs, un peu challenging, qui peuvent poser plusieurs questions déstabilisantes et il faut absolument se préparer parce que ça peut coûter, très, 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 très cher, quoi. On a eu plusieurs cas comme ça et voilà, il faut être, vraiment, prêt pour répondre à des questions déstabilisantes. Donc il faut maîtriser parfaitement, tous les aspects du dossier. Il faut, se préparer sérieusement à toutes les questions qui peuvent être, posées dans ce type d'entretien et voilà, quoi. Félicitations, Baptiste, pour ton parcours et pour l'admission à INSEAD et bonne continuation pour la suite et pour ceux qui veulent, en savoir plus, sur les admissions MBA et la préparation, du GMAT, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouvez mon numéro, dans la description de cette vidéo et mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter et sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et Baptiste, merci beaucoup, d'être là aujourd'hui et félicitations encore, et bonne continuation pour la suite. Allez, ciao, ciao.